Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7 heures à Caille Plateau, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une mission d'audit sur les mines d'or a remis hier son rapport au président de la transition. Les recommandations du groupement Inventus Mazar portent sur la relecture du code minier et la durée des contrats miniers. L'objectif recherché est l'amélioration des revenus de l'exploitation aurifère. Le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le thème retenu est « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose ». C'est une maladie meurtrière, mais évitable et guérissable, nous dira Baraki Sawatara. L'actualité sportive, c'est la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Aigles du Mali jouent cet après-midi à Bamako contre les Scorpions de la Gambie. Coup d'envoi 19h au stade du 26 mars. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Le Mali compte 15 mines d'or en activité, mais le métal jaune ne brille pas pour les Maliens. Constat fait par une mission d'audit qui a remis hier après-midi son rapport provisoire au président de la transition. L'audit a été mené par le groupement Inventus Mazar qui formule des recommandations dont la relecture du code minier et la durée des contrats miniers. La fiabilité recherchée, la finalité recherchée est d'améliorer les revenus générés par l'exploitation aurifère. Les détails avec Siaka Konaté. Le constat est amer, mais il est là. Le Mali tire peu de profit de l'exploitation de ces mines d'or. Les ressources versées dans les caisses de l'État par les sociétés minières sont insuffisantes, eu égard à la quantité d'or qu'elles extraient du sous-sol malien. C'est ce qui révèle les rapports de la mission d'audit des 15 mines d'or en activité conduites par les groupements Juventus Mazar, même si les auditeurs s'abstiennent de donner des chiffres. Mamou Touré, directeur d'Juventus et coordinateur de la mission d'audit. L'État s'est retrouvé dans des pistes où la loi n'a pas été appliquée comme ça doit se faire. Et aussi, il y a des situations dans lesquelles, effectivement, où il y a des améliorations à faire sur beaucoup de plans, sur les méthodes. L'une des choses que nous, on a pu aussi détecter, c'est de regarder au fond qu'est-ce que l'État doit faire comme réforme dans les cadres institutionnels. L'un des constats et le plus urgent pour nous à mettre en place, c'est aussi le rapatriement des devises d'exportation de l'or qui doit être vraiment exigé parce que d'autant plus c'est la réglementation qui est déjà en vigueur. Les auditeurs formulent des recommandations qui, si elles sont mises en œuvre, devront permettre de donner une meilleure visibilité au secteur minier. Ils recommandent notamment la relecture du code minier et de la durée des contrats miniers pour que l'or puisse briller pour les Maliens. Alousseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Ils ont parlé du code minier, de beaucoup de choses qu'on aurait pu regarder dans le code minier et qu'il faut effectivement relire. Ils ont parlé des délais qu'on donne sur les contrats miniers. Ils ont parlé de l'évolution importante du cours de l'or. Les premières conventions minières ont été signées quand l'or était entre 300 et 400 dollars l'once. Aujourd'hui, l'or aussi autour de 2000 dollars l'once. Donc, alors qu'au moment où on signait ces conventions, l'État a donné beaucoup d'exonérations. Donc, si on regarde, par exemple, pour un chiffre d'affaires ou un bénéfice sur les 3 ans de 60 milliards, quand ils ont indiqué les chiffres des dividendes et quand ils ont indiqué le contenu local, on peut se dire qu'on peut fortement améliorer ça. Le contenu local, déjà, quand on a fait le rapport entre les chiffres, on est à 0,1% du chiffre d'affaires qui va dans le contenu local, quand autour de nous, on a des pays qui sont à 1% tout simplement. Le gouvernement devra présenter très prochainement au Conseil des ministres un plan de mise en œuvre de ces recommandations. Alousseni Sanou. Le président de la transition a instruit au premier ministre chef du gouvernement, au ministre de l'énergie et des mines et au ministre de l'économie et des finances de lui soumettre au Conseil des ministres prochain mercredi un plan de mise en œuvre de toutes les recommandations issues de ce rapport. La bonne gouvernance et la transparence de l'activité extractive
peuvent constituer un atout pour le développement économique du Mali, concluent les auteurs de l'audit qui ont conduit cette mission conformément à un décret du 3 juin 2022. Ils ont travaillé avec une équipe technique composée des représentants des départements des finances, des mines, des domaines, de l'administration territoriale et de l'environnement. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. C'est sous ce thème que le monde célèbre ce 24 mars la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, une maladie très meurtrière mais pourtant évitable et guérissable. La ministre de la Santé et du Développement social a dans son message rappelé que les médicaments contre la tuberculose sont totalement gratuits au Mali. La synthèse avec Barakissa Ouattara. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose est célébrée dans le monde pour mieux faire connaître au grand public les terribles conséquences sanitaires, sociales et économiques de cette maladie. Tenez-vous bien, en 2022, dans le monde, elle a fait près de 4500 décès et environ 30 000 nouveaux cas, ce qui fait d'elle la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde. Djeminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social. Au Mali, en 2022, nous avons enregistré 7 897 cas de tuberculose, 82% de succès au traitement, 6% de taux de perte de vue et 8% de décès. Le thème retenu pour cette journée mondiale 2023, oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, nous interpelle sur notre responsabilité collective à mettre fin à la tuberculose à l'horizon 2030. Cette thématique s'appuie sur des progrès et innovations technologiques dont notre pays dispose pour la détection des cas et le traitement. Il s'agit entre autres de la biologie moléculaire, de la radio numérique, des protocoles plus courts et efficaces. Ainsi, grâce aux efforts conjugués de l'État et de ses partenaires tels que le Fonds mondial, les médicaments contre la tuberculose sont totalement gratuits au Mali. Djeminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social. J'encourage les acteurs de la lutte, particulièrement le personnel de santé, à qui je rends ici un vibrant hommage pour son engagement à persévérer dans l'organisation et l'offre de soins efficaces de qualité accessibles pour tous. Ensemble, nous vaincrons la tuberculose et pour toujours. Pour mémoire, c'est le 24 mars 1882 que le docteur Robert Koch a annoncé avoir découvert le germe responsable de la tuberculose, ouvrant ainsi la voie au diagnostic et au traitement de la maladie. Radio Mali à Mopti et environ 94.4 MHz en FM. En 5e région, plus de 52 millions de francs CFA, c'est le coût du sous-projet Contribution à la protection des femmes et filles survivantes des violences basées sur le genre dans la région pour l'ancrage de la justice sur l'égalité des sexes et les pratiques sociales de la communauté, exécuté par l'ONG Ad Sahel, Alternative pour le développement et l'environnement au Sahel sur le financement de IDLO, Organisation internationale du droit au développement. Le sous-projet a pour objectif d'améliorer l'environnement social et juridique en matière de lutte contre les VBG. Sur place, les détails avec Aminata Touré. Le sous-projet Contribution à la protection des femmes et filles survivantes de violences basées sur le genre VBG pour l'ancrage de la justice sur l'égalité des sexes dans les pratiques sociales de la communauté est exécuté par l'ONG Alternative pour le développement et l'environnement au Sahel, AD Sahel, dans la commune de Mopti. Cheikh Nassibi, directeur exécutif ONG Alternative pour le développement et l'environnement au Sahel, AD Sahel. L'objectif général visé par ce projet, c'est l'amélioration sociale et juridique de la prise en charge des survivantes de violences basées sur le genre. Les priorités du projet, c'est surtout de partager l'information et de sensibiliser surtout les leaders religieux, les leaders coutumiers, afin que les pratiques sociales qui se passent au niveau de nos familles puissent avoir une répercussion positive sur la prise en charge des cas de VBG au niveau de la commune de Mopti. Pour un coût de plus de 52 millions de francs CFA sur financement de l'Organisation internationale du droit au développement IDLO, le projet va durer 8 mois et sera mis en œuvre dans les 8 quartiers de Mopti avec comme bénéficiaires directs les jeunes filles précoces, femmes victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques, entre autres, et comme bénéficiaires indirects, les membres de la famille, les membres communautaires des quartiers de la zone cible. Ibrahim Sissé, coordinateur régional, Organisation internationale du droit au développement, IDLO. Les violences basées sur le genre sont une tragédie que nous devons combattre de toutes nos forces
Nous restons confiants que ce projet contribuera dans cette lutte implacable contre les violences basées sur le genre qui nous engage tous et toutes. Youssouf Niari, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur. Je ne doute point de l'engagement, de la détermination et de la disponibilité des partenaires et de toutes les parties prenantes pour assurer la réussite du sous-projet, qui retient l'attention des communautés bénéficiaires, porte ses fruits et permettent de contribuer à lutter de façon efficiente contre toutes les formes de violence faites aux femmes et filles. Des questions et réponses ont permis aux participants d'être mieux édifiés sur l'impact du sous-projet dans la commune urbaine de Mopti. Mopti, Aminata Touré et Diakalia Traoré pour l'ORTM. De Mopti à Tombouctou, l'Union européenne met plus de 130 millions de francs CFA pour renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble à travers le patrimoine culturel immatériel de Tombouctou, autour d'un projet conjoint de l'Association malienne pour la survie au Sahel et le festival de vivre ensemble dénommé Taminacté, un projet qui vise à promouvoir les chants et les danses traditionnelles de la région au profit des jeunes et des femmes de 5 cercles. Reportage Najim Babassissé. Renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble à travers la promotion du patrimoine culturel immatériel de Tombouctou. C'est tout l'objectif de ce tout nouveau projet intitulé Taminacté. Un projet cofinancé par l'Union européenne à plus de 130 millions de francs CFA, qui sera mis en œuvre par le consortium Association malienne pour la survie au Sahel et le festival d'y vivre ensemble dans la région de Tombouctou sur une période de 2 ans. Moussa Sissé, coordinateur régional de l'Association malienne pour la survie au Sahel. Taminacté, qui signifie en tamashek cohésion et entente, et a pour objectif de préserver et de promouvoir les patrimoines culturels immatériels de Tombouctou, tout en mettant l'accent sur les valeurs et les pratiques culturelles qui sous-tendent l'identité de notre chère région. Les principaux bénéficiaires de ce projet, qui sont les jeunes et les femmes, tireront profit des sessions de formation, des semaines culturelles et des expositions afin de démontrer et renforcer leur savoir-faire dans le domaine artistique et culturel. Salah Hameiga, président du festival d'y vivre ensemble. Plusieurs jeunes de Tombouctou, de Niafunké, de Diré, de Gundam travailleront sur ce projet afin qu'on puisse faire un inventaire, répertorier l'ensemble de nos chants et danses en voie de disparition. Malik Guindo, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. Le projet Taminacté permettra la révalorisation du patrimoine culturel immatériel à l'endroit des jeunes générations en tant que vecteur d'échange culturel entre les peuples. De ces projets sont attendus la révalorisation du patrimoine culturel immatériel, le renforcement de l'attractivité de la région pour le tourisme, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Tombouctou, Najim Babassissé, Alou Koulibaly pour l'ORTM. Un mot de l'actualité hors de nos frontières. Un remaniement du gouvernement a été annoncé hier soir en République démocratique du Congo. Maintenant en fonction, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, mais redessinons l'équipe ministérielle à 9 mois de la prochaine présidentielle. Parmi les nouveaux poids lourds du gouvernement figure à la défense l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, ex-chef de guerre. Jean-Pierre Bemba avait été condamné à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale pour des crimes commis en République centrafricaine avant d'être acquitté en appel en 2018 au terme de 10 ans d'emprisonnement. Il est nommé vice-premier ministre et ministre de la Défense alors que la RDC, aux prises avec les violences armées depuis près de 30 ans dans sa partie orientale, connaît un pic de tension avec son voisin, le Rwanda, accusé de soutenir la rébellion du M23 qui occupe depuis l'année dernière de larges pans de la province du Nord Kivu. Autre retour en grâce, Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, condamné en 2020 à 20 ans de prison pour détournement de fonds avant d'être acquitté en appel en 2022 et nommé à l'économie au rang lui aussi de vice-premier ministre. Il y a 5 postes de vice-premier ministre. La page des sports, c'est tout de suite. Éliminatoire CAN 2023, les Aigles du Mali reçoivent ce vendredi à 19h au stade du 26 mars les Scorpions de la Gambie au compte de la 3e journée dans le groupe G. Les Aigles leaders 6 points entendent donc maintenir la tendance. Les Gambiens 3 points débarquent à Bamako pour tenter de déjouer
Les pronostics, l'avant-match Mali-Gambie avec Siragatou Sissé. Le chemin du Mali et de la Gambie se croisent de nouveau. Le nul d'un but partout en match de poule de la CAN 2021, décalé en 2022 au Cameroun, reste toujours au centre des discussions. Plus d'un an, les Aigles et les Scorpions seront face à face dans le groupe G des éliminatoires de la CAN 2023. C'est en leader 6 points que le Mali accueille la Gambie, deuxième ex-aequo 3 points. L'enjeu est capital. Eric Sekouchel, sélectionneur des Aigles du Mali. Ils ont un groupe assez solide, voilà, avec des individualités offensives qui sont capables de faire la différence à tout moment. Derrière, ils sont relativement solides et ça coulisse bien. Le sélectionneur des Aigles, Eric Sekouchel, a toutes les cartes en main pour composer une équipe commando capable de rivaliser avec la Gambie. Eric Sekouchel, sélectionneur des Aigles du Mali. L'ADN du football malien devient agressivité, intensité et qualité technique. Donc je vais leur demander d'avoir cet état d'esprit, d'être compétiteur, voilà, de ne rien lâcher, d'essayer à tout moment d'aller chercher la victoire, d'avoir beaucoup de concentration, de pouvoir attaquer tous ensemble, de pouvoir défendre tous ensemble, voilà, d'avoir beaucoup de valeur aussi. Voilà. La Gambie est à Bamako avec un objectif précis. Tom Saint-Fit, sélectionneur de la Gambie. Pour moi, Mali est la plus grande équipe. Mali a les qualités comme Cameroun, peut-être mieux que Cameroun, que Ghana, que Nigeria. Et ils sont les favoris, mais je ne commence jamais un match pour perdre ce match. On est là pour faire un surprise et on va être très content quand on peut gagner un point ici. Il y a toujours le match retour mardi. Mais pour moi, Mali est une équipe fantastique. Ce premier acte dans ces éliminatoires Mali-Gambie est officié par des arbitres burkinabés. Coup d'envoi ce vendredi à 19h au stade du 26 mars. À suivre sur nos antennes télé et radio Siragatou, on retient dans l'autre rencontre la victoire en déplacement du Soudan du Sud sur le terrain du Congo de Bison. La chronique du développement, c'est tout de suite. Chronique du développement. La chronique du développement du jour s'intéresse à la campagne de la pomme de terre en cours au Mali. Malgré les difficultés, il est attendu cette année une production d'environ 400 000 tonnes de pommes de terre. La filière qui occupe plus d'1 million de personnes au Mali reste confrontée à des défis énormes. Par exemple, elle importe chaque année des quantités importantes de semences d'une valeur de près de 9 milliards de francs CFA. C'est une réalisation de Soumaïla Berté et Marc Damélé. La campagne de production et de commercialisation de la pomme de terre en cours se déroule sur fond de défis de diverses natures. Malgré tout, il est attendu une production de plusieurs milliers de tonnes cette année. C'est le bémol, aucun cas de maladie de la pomme de terre n'a été signalé. Écoutez Abdul Karim Sanogo, le président de l'interprofession de la filière pomme de terre au Mali. L'année culturelle qui est en train de s'achever en mars-avril, nous sommes autour de 400 000 tonnes de production. Nous devons être aussi à mesure de fournir 2000 tonnes de semences made in Mali parce que nous importons près de 11 200 tonnes de semences de la France et de la Hollande qui nous coûtent à peu près 9 milliards de francs CFA chaque année. Donc ça, c'est suivant la vision du plan stratégique. Et de façon exceptionnelle, contrairement aux autres années, nous n'avons eu aucune maladie qui nous empêche d'avoir les rendements escomptés. Et de l'autre côté, le premier problème se trouve autour de l'approvisionnement en engrais. Comme vous le savez, la crise étant mondiale, le sac d'engrais a été acheté par les producteurs cette année jusqu'à 40 000, 45 000 francs le sac de 50 kilos. Vous voyez déjà comment l'engrais greffe le coût de production qui passe de 125 francs le kilo à 175 francs le kilo pour cette campagne 2022-2023. Des défis de la production, mais il y a aussi des défis de commercialisation, de production de semences suffisantes et de conservation de la pomme de terre auxquelles la filière est confrontée. La commercialisation, elle est locale, régionale et sous-régionale parce qu'il faut reconnaître que les pays voisins qui nous entourent s'approvisionnent au Mali. Donc pour l'instant, ils sont en train de faire des achats groupés pour stocker dans les entrepôts dans leur pays.
C'est pourquoi nous sommes en train de mener des stratégies pour quand même sécuriser nos producteurs et étaler notre production sur peut-être 8 mois ou 9 mois. Il faut le dire, à partir de fin septembre déjà, à cause du manque d'infrastructures de stockage, la pomme de terre du Mali disparaît et nous importons près de 150 000 tonnes du Maroc et de la Hollande. Et ce tonnage-là bénéficie d'un prix triple. Pendant cette période, ces pommes de terre importées sont vendues à Bamako au-delà de 500 francs le kilo. Le deuxième défi important se trouve au niveau de la conservation parce que les pertes post-récolte sont évaluées à peu près à 24% de notre production de 400 000 tonnes. Et si tu multiplies ce tonnage-là à un coût et moins de 200 francs bord champ, tu avoisines les 13 milliards qu'on perd chaque année en termes monétaires sur les post-récoltes. En termes de perspective, il s'agit pour les acteurs de la filière pomme de terre de s'adapter aux réalités climatiques et de réaliser des infrastructures qui soient à même de conserver toute la production nationale. Abdul Karim Sanogo, président de l'interprofession de la filière pomme de terre au Mali. Nous sommes à la recherche de variétés hybrides qui résistent non seulement à la chaleur, qui résistent au manque d'eau et qui se conservent bien. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi se trouve au niveau des infrastructures. Vous savez, nos infrastructures chambre froide coûtent énormément cher et il faut parler de centaines de millions. Pour une capacité de 1500 tonnes ou 2000 tonnes, il faut aller au-delà de 500 millions ou de 600 millions pour avoir ça. L'interprofession n'a pas assez de moyens aujourd'hui pour construire des chambres froides. À la date d'aujourd'hui, nous avons une capacité de près de 3800 tonnes pour l'interprofession, dont 3500 à Sikasso et 300 tonnes à Ségou. Et en plus, nous avons des problèmes d'augmentation de rendement. Aujourd'hui, nous sommes entre 18 et 25 tonnes. C'est des tendances qui varient en fonction des bassins. Il faut aller à une production de 30 tonnes à 35 tonnes à l'hectare. En définitive, la solution au développement de la filière pomme de terre au Mali réside dans son plan stratégique 2026. Un plan ambitieux qui envisage de produire d'ici là 1 million de tonnes de pommes de terre, de semences suffisantes, ainsi que la réalisation d'infrastructures de conservation de qualité. 7h22 s'achève ce journal. Merci à Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Présentation Kodjisibi, mise en onde à Louklouali. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.